Le coup de feu résonnait encore dans les oreilles de Clyde Hargrove depuis 3 jours. Pas un vrai tir, mais son souvenir, le poursuivant vers l'ouest, en direction du fleuve Colorado, où il espérait laver la culpabilité de ses mains. Son cheval descendait prudemment la pente rocailleuse vers l'eau. De la vapeur s'élevaient des sources chaudes naturelles qui se déversaient dans le courant principal. Clyde avait entendu parler de ces sources par d'autres cavaliers. Un territoire incertain, l'avait-il averti. Dangerieux. Mais le danger lui paraissait être exactement ce qu'il méritait. Les éclaboussures lui parvinrent avant même qu'il ne voie quoi que ce soit. 3 femmes dans l'eau, leurs cheveux sombres étalés comme de l'encre à la surface. La plus jeune le remarqua la première, ses yeux rencontrant les siens au loin avec une franchise qui lui serra la poitrine. Elle aurait dû crier, appeler à l'aide, ou plonger sous l'eau. Mais au lieu de cela, elle inclina la tête et l'étudia du regard, avec une intensité qui fit oublier à Clyde comment respirer correctement. Perdue, lança-t-elle en anglais clair, sa voix portant un défi qui lui fit monter la chaleur au cou. La femme plus âgée, manifestement leur chef, posa une main protectrice sur l'épaule de la plus jeune. Ayana, non. Mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Clyde, le jaugeant d'une façon qui le fit se sentir mis à nu malgré ses vêtements. La 3e femme, d'un âge intermédiaire, se déplaçait dans l'eau avec la grâce fluide de quelqu'un qui savait se battre. Il est seul, observa-t-elle, et quelque chose dans son ton suggérait que c'était important. Clyde leva la main lentement, montrant qu'il n'était pas armé. Je ne voulais pas. Je peux partir. En es-tu sûr? Demanda Ayana. Et il y avait dans sa voix quelque chose qui le poussa à regarder son visage de plus près, une ecchymose sur la mâchoire. Récente, fraîche. Derrière elle, il remarqua alors ce qu'il n'avait pas vu au départ. Des vêtements déchirés sur les rochers, des signes d'un départ précipité. Ils nous suivent encore, dit la femme du milieu d'une voix basse, mais suffisamment fort pour qu'il entende. 3 heures derrière nous, peut-être moins. Les yeux d'Ayana retrouvèrent les siens, et cette fois il y vit autre chose. Non seulement de la défiance, mais aussi une peur soigneusement contenue. Alors, cow-boy, dit-elle, l'eau montant jusqu'à ses épaules, es-tu du genre à fuir les ennuis, ou à t'y précipiter? Le choix flottait entre eux comme une fumée. 3 jours de chevauchée l'avaient réduit à l'os et au remords. L'image du visage de ce fermier ne le quittait pas. Les yeux de l'homme qui s'élargissaient quand le patron de Clyde avait ordonné l'expulsion, puis ces mêmes yeux s'éteignant quand le fermier avait saisi son fusil et que le partenaire de Clyde l'avait abattu. Légitime défense, avait-il dit. Légal, avait-on affirmé. Mais Clyde savait la vérité. Ils avaient poussé cette famille trop loin. Et maintenant une femme était veuve et 2 enfants n'avaient plus de père. Les sources chaudes apparaissaient comme un cadeau d'un Dieu miséricordieux. De la vapeur montaient des bassins naturels qui se jetaient dans le fleuve, et le cheval de Clyde renacla de soulagement à l'odeur de l'eau. Il avait entendu parler de ces sources par des éclaireurs. Un territoire contesté, disait-il, mais les sources n'appartenaient à personne et à tout le monde. C'est alors qu'il entendit des voix. Des rires doux résonnant contre les parois du canyon. Clyde mit pied à terre en silence, menant son cheval derrière un bouquet de mesquites. À travers les broussailles, il les vit. 3 femmes profitant de l'eau chaude dans une intimité totale. Leurs vêtements reposaient pliés sur les rochers secs, à côté de ce qui ressemblait à des affaires entassées à la hâte. Il aurait dû partir. Un homme décent aurait rebroussé chemin sans bruit. Mais il remarqua les tissus déchirés, la manière désordonnée dont leurs biens étaient éparpillés, et la vigilance constante de la plus âgée qui jetait des regards inquiets vers l'entrée du canyon, comme si elle s'attendait à une compagnie indésirable. La plus jeune se retourna brusquement, ses yeux sombres trouvant sa cachette avec une précision troublante. Au lieu de l'alarme, ses lèvres s'incurvèrent en quelque chose entre un sourire et un défi. « Tu comptes nous observer toute la journée, cow-boy, ou as-tu quelque chose d'utile à apporter ?» La chaleur monta au visage de Clyde. Il sortit de derrière le mesquite, les mains levées. « Madame, je ne voulais pas déranger. J'abreuvais simplement mon cheval. »« Vraiment ?» répliqua-t-elle en avançant dans l'eau avec une assurance désinvolte, malgré sa nudité apparente. « Et tu arroses toujours ton cheval en te cachant derrière les buissons ?» La femme du milieu parla vivement en apache à sa compagne. Mais la plus jeune, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, haussa simplement les épaules. « Il nous a déjà vus, Sénat. Autant découvrir quel genre d'homme il est. »
La plus âgée, leur chef évidente, observa Clyde avec des yeux calculateurs. Tu fuis quelque chose, dit-elle. Ce n'était pas une question. Comme tout le monde, répondit Clyde, surpris par sa propre honnêteté. Certains d'entre nous courent vers quelque chose, dit la plus jeune, son regard s'attardant sur lui d'une manière qui lui assécha la bouche. La vraie question, c'est ce que tu cherches ici, à part de la solitude pour ton remords. Avant que Clyde ne puisse répondre, un bruit se fit entendre au loin, des sabots. Plusieurs cavaliers, arrivant vite. L'assurance des femmes disparut instantanément. Kira, siffla la chef. Cache-toi, vite. Mais c'était déjà trop tard. Les cavaliers surgirent dans la clairière comme une tempête de poussière et de cuir. 5 hommes, tous avec le regard dur des chasseurs de primes. Leur chef, un homme balafré aux yeux morts, mit pied à terre avant même que son cheval ne se soit arrêté. Eh bien, dit-il en traînant ses mots, son regard allant des femmes dans l'eau à Clyde. On dirait qu'on interrompt quelque chose de privé. Kira avait attrapé un morceau de tissu, s'enveloppant avec une dignité farouche. Ses sœurs s'étaient pressées contre le bord du bassin, mais il n'y avait nulle part où fuir. Mesdames, continual home balafra. Vous nous avez fait courir un fameux marathon. 3 jours à travers le désert, un bon cheval perdu et presque toute ma patience. Nous ne vous connaissons pas, dit Ayana d'une voix ferme malgré la situation. L'homme éclata de rire, un son semblable au grincement de la pierre. Mais moi, je vous connais. Kira, Sena iti Ayana de la band Chirikawa. $50 chacune, livrées vivantes à Fort Bowie. Lestamak de Clyde Essie Sarah. Des chasseurs de primes. Homme avisé, dit finalement le chef en le reconnaissant. La question, c'est, fais-tu partie de cette affaire, ou es-tu seulement un témoin malchanceux? Le poids de son fusil dans le dos lui sembla soudain écrasant. Mais il était seul, 1 contre 5. Ces hommes avaient l'air de tueurs, et leur désinvolture montrait qu'ils avaient l'habitude. Je ne fais que passer, dit Clyde prudemment. Bien. Alors tu ne verras aucun inconvénient à te pousser pendant qu'on récupère notre marchandise. Les yeux de Kira croisèrent les siens à travers l'eau. Pas de supplication, pas de larmes. Seulement un regard qui semblait lui dire voilà qui tu es. Montre-le. L'image du visage du fermier traversa de nouveau l'esprit de Clyde. Un autre moment où il avait laissé des hommes plus forts prendre ce qu'ils voulaient. Une autre fois où il avait choisi la sécurité plutôt que la conscience. De quoi les accuse-t-on? Demanda-t-il. Le sourire du balafré s'élargit. Quelle importance? L'armée les veut, et l'armée paie bien. Il fit signe à ses hommes. Sortez-les de là, et essayez de ne pas abîmer la marchandise. 2 chasseurs s'avancèrent dans la source. Sena saisit une pierre tranchante au fond, mais ils étaient préparés. L'un d'eux la frappa d'un revers brutal, l'envoyant rouler. C'est alors que Clyde fit son choix. Son fusil était déjà dans ses mains avant même qu'il n'en prenne conscience. Le cliquetis métallique du levier résonna dans le canyon, stoppant tout mouvement. J'ai dit, de quoi les accuse-t-on? Le chef balafré se tourna lentement, sa main flottant près de son pistolet. Monsieur, croyez-moi, vous ne voulez pas que ce combat devienne le vôtre. Peut-être pas, répondit Clyde, la voix plus ferme qu'il ne le croyait. Mais j'ai passé ma vie à fuir les combats. Ça devient lassant, à force. L'expression de Kira changea, de la résignation à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, ou peut-être de l'admiration. Dans les 2 cas, cela lui serra la poitrine d'une façon qui n'avait rien à voir avec la peur. Les yeux du chasseur de primes se plissèrent. Un fusil contre 5. De bien mauvaise chance, cow-boy. Peut-être, admit Clyde. Mais il me suffit d'en abattre un pour que les chances changent considérablement. Le silence se tendit comme une corde prête à rompre. La main du balafré se rapprocha de son arme. Tu sais quel est ton problème, cow-boy? Tu n'as pas compris la situation. Éclaire-moi, répondit Clyde en maintenant son fusil pointé sur sa poitrine. Ces 3 femmes ont tué une patrouille de cavalerie. Embuscade. 6 bons soldats laissés à pourrir sous le soleil du désert. Le sourire cruel de l'homme se fixa. Toujours envie de jouer les héros? Le doute mordit Clyde. 6 soldats morts. Cela changeait tout. Mais quand ses yeux retrouvèrent ceux de Kira, elle secoua imperceptiblement la tête. Le mensonge, dit-elle, ça vient facilement pour toi. Sans doute parce que tu as tant d'entraînement. Tu m'accuses de menteur,
Apache? Le visage de l'homme s'assombrit. Je t'appelle comme tu es, répliqua Kira. Un homme qui troque des vies humaines contre des pièces d'argent. Sena parla rapidement en Apache à ses sœurs. Ayanna hocha la tête, puis s'adressa à Clyde. Ces soldats sont morts de fièvre. Nous avons tenté de les aider. Voilà notre crime, avoir montré de la pitié à des hommes mourants. Le chasseur cracha dans la poussière. Jolie histoire. Mais elle n'efface pas les $50 qui pèsent sur vos têtes. Le doute s'alourdit dans la poitrine de Clyde. Allait-il mourir pour 3 inconnus? Des femmes qui pouvaient être meurtrières? Mais alors Kira bougea légèrement, et le soleil révéla les ecchymoses sur ses côtes. Fraîches. Récentes. Les mêmes marques qu'il avait vues sur des prisonniers battus et des épouses maltraitées. Comment ont-elles eu ces blessures? Demanda-t-il calmement. Le silence du chasseur était une réponse suffisante. Vous les avez traquées 3 jours, continua Clyde. Sans repos, sans vivre. Le mandat dit vivante, pas confortable. Tant qu'elle respire, ça suffit, lança l'un des hommes en riant. Les yeux de Kira retrouvèrent ceux de Clyde. Et cette fois, il y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas seulement de la gratitude, mais de la reconnaissance. Elle voyait en lui la même lutte qu'il voyait en elle, le poids des choix irréversibles. Voilà ce que je te propose, cow-boy, dit le balafré. Tu baisses ton fusil, tu repars, et on oublie que tu as eu droit au spectacle. Une chaleur monta dans la poitrine de Clyde à cette insinuation. La désinvolture avec laquelle ces hommes parlaient des femmes, comme si elles étaient du bétail à livrer, l'enflamma. Contre-proposition, dit-il. Vous remontez en selle et vous disparaissez. Vous les laissez tranquilles. Impossible. La récompense est trop belle. Alors nous avons un problème. La tension atteignait son comble. Son doigt reposait sur la détente, son épaule tremblant à force de tenir son fusil levé. 5 contre 1. Des mathématiques cruelles. C'est alors que Kira fit quelque chose qui changea tout. Elle se leva dans l'eau. Non pas pour fuir, ni pour se cacher, mais pour s'approcher de Clyde. L'eau ruisselait de ses cheveux, et son menton s'était relevé avec une défiance qui lui coupa le souffle. « Si tu choisis de te battre pour nous, dit-elle doucement, alors nous nous battrons avec toi. » Les yeux du chef suivirent Kira alors qu'elle avançait vers le rivage, malgré la douleur que trahissaient ses blessures. Audacieux. Stupide, mais audacieux. Clyde garda son fusil braqué sur l'homme balafré, tout en surveillant les autres du coin de l'œil. 2 restaient près des chevaux. Un se déplaçait sur la gauche. Un autre rampait vers les affaires posées sur les rochers. Voilà la vérité, cow-boy, dit le chef. Puisque tu sembles si friand d'histoire. Ces 3 femmes faisaient partie d'une bande qui a attaqué un convoi de ravitaillement. Elles ont tué les conducteurs, volé des médicaments destinés à Fort Bowie. Les soldats envoyés attendre ces remèdes sont morts sans secours. Ayanna parla depuis l'eau. Les médicaments étaient gâtés. Horis. Nous les avons empêchés de livrer du poison à des enfants malades. Ce n'était pas à vous d'en décider. Siffla le chasseur. Pas à toi non plus, répliqua Kira, désormais au bord de l'eau. Elle enfila sa robe déchirée avec une rapidité déterminée. Mais tu les as pris malgré tout. Elle a la langue bien pendue, cette fille, lança un autre. Ce sera amusant de la faire taire. Le doigt de Clyde se crispa sur la détente. Attention, prévint le chef, levant la main. Mais son sourire ne faiblit pas. Il pointa Clyde du doigt. Voilà le problème. Tu ne connais pas toute l'histoire. Ces 3-là ne sont pas des victimes, mais des appâts. Des appâts pourquoi? Demanda Clyde. Kira replaça calmement son arme, le regard dur. Pour attirer mon père hors des montagnes. Pour l'obliger à se rendre. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent dans l'esprit de Clyde. Pas étonnant qu'il veuille les capturer vivantes. Pas étonnant qu'il soit si obstiné. Et combien de guerriers viendraient pour vous sauver? Demanda-t-il. Tous, répondit Kira d'une voix lourde. Mon père sacrifierait toute la bande pour nous sauver. Un nouveau son résonna dans le canyon, d'autres sabots, plus nombreux. Le ventre de Clyde s'inua. Des renforts, constata Kira avec un calme surprenant. 6 de plus. 10 contre 4. Voilà des chances misérables. Elle sourit, une expression à la fois sombre et belle. J'ai vu pire. Chaque jour depuis ma naissance.
Les nouveaux cavaliers surgirent dans la clairière. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de se joindre aux chasseurs, ils adoptèrent une formation défensive. L'un d'eux cria quelque chose en apache. Les yeux de Kira s'écarquillèrent. « C'est impossible. »« Quoi ?» demanda Clyde. Ce ne sont pas des renforts. C'est mon frère. Le nouveau groupe entra dans la clairière, la poussière soulevée par leurs chevaux tourbillonnant comme un voile. En tête chevauchait un jeune homme aux traits qui rappelaient ceux de Kira, mais plus rude, plus dur. Ses yeux, cependant, avaient la même intensité brûlante. « Kira » cria-t-il en langue apache. Le souffle de la jeune femme se brisa. « Naka, mon frère. » Le chasseur balafré jura entre ses dents. « Merde. Ce n'était pas prévu. » Les nouveaux venus levèrent leurs armes. Arcs, fusils, lances. La clairière devint une poudrière. Chaque geste, chaque respiration pouvait allumer l'étincelle fatale. Naka fit avancer son cheval de quelques pas. « Laissez mes sœurs partir », lança-t-il d'une voix ferme. Le chef balafré rit. « Et si je refuse ?» Naka tira son arc avec une fluidité déconcertante. La pointe de la flèche visa directement la gorge de l'homme. « Alors tu ne verras pas le soleil se coucher. » Clyde sentit son cœur battre contre ses côtes. Les choses s'étaient inversées en un instant. Mais cela ne rendait pas la situation moins dangereuse. 10 chasseurs, 3 femmes blessées, et maintenant un groupe de guerriers prêts à tuer. « Arrête » ordonna Kira à son frère. « Si vous combattez ici, beaucoup mourront. » Naka ne détourna pas son arc. « Ils vous ont capturé. Ils t'ont blessé. Cela suffit. » Kira s'avança, chaque pas dans l'eau résonnant comme une prière. « Nous ne gagnerons rien à répandre plus de sang. Père n'a pas besoin d'une guerre, il a besoin d'espoir. » Le silence se fit. Même le vent sembla se figer. Le chef balafré cracha dans la poussière, mais ses yeux parcouraient les forces opposées. Le calcul se lisait sur son visage, trop risqué. Trop de variables. « Retraite » dit-il sèchement. Ses hommes protestèrent, mais il leva la main. « On reviendra. Ces trois-là ne peuvent pas se cacher éternellement. » D'un signe, il fit tourner son cheval. Les autres suivirent, bien que certains jetassent à Clyde des regards de haine froide. Le bruit de leurs sabots s'éloigna lentement, jusqu'à disparaître dans les collines. Clyde relâcha enfin son souffle. Ses bras tremblaient, mais il garda son fusil levé jusqu'à ce que la poussière se soit dissipée. Kira tituba, et Clyde la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ses yeux rencontrèrent les siens de près. « Tu as risqué ta vie pour nous, » dit-elle. « Pourquoi ?» Clyde chercha une réponse, mais les mots se refusaient. Tout ce qu'il trouva, c'était la vérité brute. Parce que j'en avais assez de regarder sans rien faire. Leurs regards se fixèrent. Ce n'était pas une promesse, ni même une compréhension totale. Mais c'était une étincelle, fragile et réelle. Naka descendit de cheval et s'approcha, sa main posée sur l'épaule de Clyde. « Tu as agi comme un frère aujourd'hui. Mon peuple n'oubliera pas. » Clyde hocha la tête, incapable de répondre. Ils quittèrent la source ensemble. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel d'orange et d'or. Kira marchait à ses côtés, appuyé sur lui lorsqu'elle faiblissait. Sena et Ayana suivaient, soutenus par les guerriers. À mesure qu'ils avançaient, Clyde sentit un poids se lever de ses épaules. Pas totalement, mais assez pour respirer un peu plus librement. Pour la première fois depuis des années, il avait choisi autre chose que la fuite. La nuit tomba alors qu'ils atteignaient le campement des Apaches. Le feu éclairait les visages fatigués mais reconnaissants. Les murmures parcouraient les rangs. L'étranger, le cow-boy, celui qui avait osé s'opposer aux chasseurs de primes. Kira fut installée près du feu, et les femmes du clan soignèrent ses blessures. Elles ne quittaient pas Clyde des yeux, même quand Naka parlait avec leur père, un homme aux traits sévères et aux cheveux striés de gris. Enfin, le chef s'approcha de Clyde. « On m'a dit que tu as levé ton arme contre des hommes blancs pour protéger mes filles. »« C'est vrai, » répondit Clyde, mal à l'aise sous son regard perçant. Le chef l'étudia longuement. « Tu n'es pas des nôtres. Tu pourrais partir, oublier tout cela. Pourquoi restes-tu » Clyde regarda le feu, puis les femmes, puis Kira. « Parce que partir ne m'a jamais rien donné d'autre que des regrets. » Unsilence Lord Essenstala. Puis le chef hocha lentement la tête. « Alors tu es le bienvenu ici, cow-boy. »
Mais sache que ta présence fera venir davantage de tempêtes. Clyde Esquisa Unsurar Amer. J'ai vécu assez longtemps dans la poussière. Je peux encaisser un peu de vent. Kira détourna les yeux, mais un sourire fugitif étira ses lèvres. Les jours suivants furent emplis d'une tension étrange. Clyde aidait comme il pouvait. Réparer les selles, porter de l'eau, chasser un peu. Les Apaches l'observaient avec prudence, mais la méfiance se muait peu à peu en curiosité. Chaque soir, ils retrouvaient Kira près du feu. Ils parlaient peu, mais leur silence était lourd de sens. Parfois, elle lui racontait une histoire de son peuple, une légende chuchotée comme un souvenir sacré. D'autres fois, ils partageaient un fragment de son passé. Un père trop sévère, une mère trop tôt disparue, des années de fuite. Peu à peu, la distance se réduisait. Non pas gommée, mais transformée en un pont fragile qu'ils traversaient ensemble. Mais le danger n'avait pas disparu. Les chasseurs reviendraient. L'armée ne lâcherait pas si facilement. Et chaque regard que Clyde surprenait dans le campement lui rappelait qu'il n'était pas entièrement des leurs. Une nuit, alors que la lune éclairait la vallée, Kira s'assit à ses côtés. « Tu sais que ton choix a changé ton chemin pour toujours. »« Peut-être, » répondit Clyde. « Mais au moins, c'est moi qui l'ai fait. » Elle le fixa longtemps. « Mon peuple dira que tu es des nôtres maintenant. Mais pour moi, tu es surtout l'homme qui a choisi de ne pas détourner les yeux. » Leurs mains se frôlèrent, et le monde sembla se figer. Dans ce geste fragile, il y avait plus de promesses que dans 1000 serments. Les jours suivants, le camp se prépara. Les éclaireurs rapportaient des mouvements de cavalerie au sud, et des bruits d'hommes armés rôdaient autour des collines. Le danger approchait. Clyde sentait l'inquiétude monter comme une tempête. Chaque bruit de sabots dans la nuit lui paraissait suspect, chaque éclat métallique résonnait trop fort. Pourtant, au milieu de cette tension, il trouvait une paix étrange auprès de Kira. Un soir, alors que le feu du camp projetait des ombres dansantes, elle vint s'asseoir près de lui. Ses yeux reflétaient la lueur des flammes. « Demain, dit-elle, les chasseurs reviendront. Je le sens. Alors nous serons prêts, répondit Clyde. Elle le regarda, silencieuse, comme si elle cherchait quelque chose au fond de son âme. Tu n'es pas obligé de rester. Tu pourrais partir cette nuit, et personne ne t'en voudrait. Clyde secoua la tête. J'ai trop fui déjà. Cette fois, je reste. Un léger sourire adoucit son visage fatigué. Alors, quoi qu'il arrive demain, sache que tu n'auras pas marché seul. Ces mots restèrent gravés dans son esprit longtemps après que le feu se soit éteint. À l'aube, la poussière apparut à l'horizon. Une vingtaine de cavaliers approchaient, menés par le chasseur balafré. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, Clyde reconnut les uniformes bleus de l'armée. Ils ont ramené la cavalerie, murmura Naka. Le chef Apache Sarah Les Poings. Ils veulent la guerre. Clyde sentit son estimac esse nuire. Il savait ce que cela signifiait, un bain de sang. Des vies fauchées, des familles détruites. Et pourtant, il ne voyait pas d'issue. Les cavaliers s'arrêtèrent à portée de voix. Le balafre leva la main. Rendez-nous les 3 femmes et l'étranger, dit-il, et nous partirons. Refusez, et nous brûlerons votre camp jusqu'au dernier. Le chef Apache resta immobile, son regard sombre fixé sur ses ennemis. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Clyde s'avança. Ces femmes n'ont commis aucun crime. Tout ce que vous racontez, ce sont des mensonges pour justifier votre avidité. Un rire méprisant monta des rangs adverses. Et toi, cow-boy, tu es devenu leur porte-parole? Non, répondit Clyde. Je parle seulement en homme qui en a assez de voir les innocents écrasés par des hommes armés. Les soldats se raidirent. L'un d'eux leva son fusil, mais le balafré l'arrêta d'un geste. Tu choices ton camp, Clyde. Et ce n'est pas le bon. Peut-être, dit-il, en serrant son fusil. Mais c'est le mien. Le silence tomba, lourd et tendu. Puis tout éclata. Les coups de feu résonnèrent comme la foudre. Les flèches sifflèrent dans l'air. Les chevaux piaffaient, paniqués, tandis que la poussière s'élevait dans un chaos aveuglant. Clyde tira une première balle, abattant un cavalier qui chargeait. Il rechargea avec une vitesse née du désespoir. À ses côtés, Naka décochait flèche après flèche, chaque tir précis et mortel. Les femmes, malgré leurs blessures, se défendirent avec acharnement. Ayana lança des pierres chauffées dans le feu,
Senna brandit un couteau arraché à un ennemi tombé. Mais la cavalerie avançait, implacable. Clyde sentit une balle siffler près de son oreille, une autre frapper le sol à ses pieds. La mort dansait tout autour d'eux. Puis il vit Kyra. Elle s'était hissée sur un cheval blessé, une lance à la main. Sa silhouette se découpait contre le soleil levant, fière et indomptable. Elle cria quelque chose en apache, et les guerriers répondirent d'une seule voix. Leur charge repoussa l'ennemi quelques instants. Clyde la suivit, son fusil crachant feu et fumée. Ensemble, ils brisèrent la ligne des chasseurs. Mais la bataille n'était pas finie. Le balafré surgit devant Clyde, son revolver pointé. Fin de la route, cowboy. Clyde leva son arme, mais trop tard. Le chasseur tira. Une douleur fulgurante lui transperça l'épaule. Il chancela, mais se força à rester debout. Le balafre Esavanka, Surire aux lèvres. Je t'avais prévenu. Avant qu'il n'appuie de nouveau sur la gâchette, une flèche jaillit et se planta dans son cou. Ses yeux s'écarquillèrent, puis il s'effondra lourdement dans la poussière. Naka abaissa son arc, son visage fermé. Personne ne menace mon peuple. Clyde s'écroula à genoux, le sang coulant de sa blessure. Kyra accourut, laissant tomber sa lance. Elle posa ses mains tremblantes sur sa plaie. « Tiens bon. Ne pars pas maintenant. » Son visage se brouilla devant ses yeux. Mais il trouva la force de sourire. « Je ne vais nulle part. Pas tant que tu as besoin de moi. » Le combat continuait autour d'eux, mais dans cet instant, il n'y avait plus que deux. Le reste de la bataille fut une succession de bruits confus. Des cris, des sabots, des coups de feu. Puis, lentement, le tumulte s'éteignit. Les survivants de la cavalerie battirent en retraite, laissant derrière eux les corps de leurs camarades. Le camp était en ruine, mais encore debout. Les Apaches avaient tenu bon. Clyde fut allongé près du feu, tandis qu'on bandait sa blessure. Il avait perdu beaucoup de sang, mais il était vivant. Kyra resta à ses côtés, refusant de le quitter. Ses yeux brillants de larmes ne quittaient pas son visage. « Tu aurais pu mourir, » murmura-t-elle. « Mais je ne l'ai pas fait, » répondit-il faiblement. « Grâce à toi. » Elle secoua la tête. « Non. Grâce à ton choix. Celui de rester. » Il ferma les yeux, épuisé, mais un sourire étira ses lèvres. La lune monta. Éclairant les survivants rassemblés autour du feu. Le chef Apache parla longuement, remerciant les guerriers, honorant les morts. Puis il se tourna vers Clyde. « Tu as versé ton sang avec nous. Tu n'es plus un étranger. » Clyde, faible, hocha la tête. Il ne trouva pas les mots. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Kyra, il sut que, pour la première fois depuis longtemps, il était exactement là où il devait être. Les jours qui suivirent la bataille furent emplis de silence et de fatigue. Le camp pansait ses plaies, pleurait ses morts, et reconstruisait ce qui avait été détruit. Clyde, alité, se remettait lentement de sa blessure. La douleur le tenaillait à chaque mouvement, mais il refusait de montrer sa faiblesse devant les autres. Kyra venait chaque jour à son chevet. Parfois elle parlait, parfois non. Mais sa présence seule suffisait à apaiser l'inquiétude qui rongeait Clyde. Un soir, alors que la brise portait l'odeur du bois brûlé et des herbes sèches, elle s'assit à côté de lui. « Tu pourrais repartir maintenant, » dit-elle doucement. « Ton chemin ne t'attache pas à nous. » Clyde secoua la tête. « J'ai choisi ce camp. Et tant que vous aurez besoin de moi, je resterai. » Ses yeux cherchèrent les siens, brillants sous la lueur de la lune. « Et si je te disais que c'est moi qui ai besoin de toi ?» Le cœur de Clyde manqua un battement. Il n'avait jamais entendu de paroles aussi simples qui portent autant de poids. Il tendit la main, hésitant, puis effleura ses doigts. « Alors je resterai, » dit-il. « Aussi longtemps que tu voudras. » Les semaines passèrent. La menace de l'armée s'éloignait peu à peu, même si l'ombre d'un retour planait toujours. Clyde reprit des forces, travaillant aux côtés des guerriers, apprenant leur manière de chasser, de monter, de survivre. Il n'était jamais totalement des leurs, mais il n'était plus un étranger non plus. Les enfants venaient l'écouter raconter des histoires du monde blanc, les anciens le testaient de leurs questions. Et chaque soir, Kyra était là, à ses côtés, partageant des silences qui valaient 1000 mots. Peu à peu, la douleur de son passé s'atténuait. Le poids des regrets se dissolvait dans le quotidien du camp. Il avait trouvé un endroit où sa présence comptait,
où ses choix avaient un sens. Un jour, alors qu'ils surveillaient ensemble la vallée depuis une crête, Kira parla. Tu aurais pu choisir la fuite, comme tu l'as toujours fait. Mais tu as choisi de te battre. Pas seulement pour nous, mais pour toi aussi. Clyde hoka la tête. Peut-être que j'avais besoin qu'on me rappelle que j'étais encore vivant. Elle sourit. Tu es plus qu'en vie, Clyde. Tu as un rôle ici. Le vent soufflait dans ses cheveux, et il la regarda longtemps, réalisant à quel point elle était devenue son ancre. Pas une prison, mais une raison. Kira, dit-il, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que je veux le voir à tes côtés. Ses yeux brillèrent, et elle posa sa main sur la sienne. Alors l'avenir commence maintenant. La vie au camp continua. Les tensions avec l'armée ne disparurent jamais tout à fait, mais une paix fragile s'installa. Clyde apprit à vivre dans un équilibre nouveau, entre deux mondes. Parfois, il songeait à son passé, aux fermiers qu'il avait laissé se faire battre, aux routes qu'il avait abandonnées. Mais ses souvenirs ne le hantaient plus. Ils étaient devenus des cicatrices, des rappels de ce qu'il ne voulait plus être. Désormais, il marchait aux côtés de Kira, et cela suffisait. Une nuit, autour du feu, Naka leva sa voix. Nous chantons pour ceux qui sont tombés, dit-il. Mais nous chantons aussi pour ceux qui ont choisi de se lever. Tous les regards se tournèrent vers Clyde. Il sentit ses joues chauffer, mal à l'aise sous cette attention. Mais Kira serra doucement sa main, et ce geste lui donna la force de rester assis, de recevoir cet honneur. Pour la première fois, il se sentit digne. Le temps passa encore. Les saisons changèrent. Clyde s'intégra toujours plus, son nom murmurait dans les histoires du clan. Mais pour lui, il n'y avait qu'une vérité. Il n'avait pas seulement trouvé un camp, ni même un peuple. Il avait trouvé un foyer. Et, dans le regard de Kira, il avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais espéré, un avenir. Ainsi se terminait l'histoire d'un homme qui avait toujours fui, jusqu'au jour où il choisit de rester. Un cow-boy perdu, qui avait trouvé sa place non pas dans les plaines qu'il parcourait, mais dans les cœurs qu'il avait défendus. Et à travers la poussière du désert, dans le chant des flammes et le souffle du vent, son nom se mêlait désormais à celui d'un peuple qu'il avait accepté comme l'un des leurs.